La une de ce mercredi 3 septembre. Les premiers mots de Gianluigi Donnarumma après avoir quitté le Paris Saint-Germain pour Manchester City. Il nous livre sa vérité. Avec nous ce soir, Geoffroy Garretier. Bonsoir. Salim Dib. Bonsoir. Et José-Pierre Fanfan. Bonsoir. Gianluigi Donnarumma, qui se trouve en stage avec l'Italie, a pris la parole pour la première fois depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain pour Manchester City. Des mots forcément très attendus. Écoutez. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il mister e è stato molto, ne ho apprezzato perché è stato diretto con me. Sin da subito, i primi giorni di ritiro, avere il supporto di tutti, soprattutto dei miei compagni di squadra, mi ha fatto capire cosa io abbia dato al Paris Saint-Germain. Sono orgoglioso di essere allenato da Guardiola, che ha vinto tanto, è uno dei più forti al mondo, e sono veramente orgoglioso perché sono sicuro che posso migliorare tanto con lui, possiamo fare un bel lavoro e ci possiamo togliere tantissime soddisfazioni. E sinceramente non vedevo l'ora di andare al City perché mi hanno voluto fortemente, il mister mi ha voluto fortemente e questo mi ha lusingato perché essere voluto così forte da una società, penso la più forte al mondo come il Manchester City. Alors, Salim, vous parlez un peu italien, vous avez appelé notre correspondant en Italie, on a voulu se faire traduire, retraduire, bien vérifier la dernière phrase. Il dit bien, je rejoins City, oui. L'équipe la plus forte au monde, pas l'une des plus fortes au monde. Il dit la plus forte, c'est ce qu'on avait tous entendu. On a voulu effectivement confirmer tout cela avec nos correspondants en Italie et c'est vraiment ce qu'il a dit aujourd'hui en conf de presse où... le capitaine de l'Italie a parlé aux journalistes italiens. On attendait avec impatience cette première sortie depuis ce transfert. Mais là, il règle ses comptes. Et ce qu'il a dit, pour le coup, évidemment, on va faire parler. Il règle ses comptes ou alors c'est pas ce qu'il a voulu dire? Pourquoi c'est pas ce qu'il a voulu dire? Il l'a dit de manière très calme, très posée et je pense très pensée. Alors on peut dire c'est son nouveau club, donc forcément il va le louer, il va lui faire un compliment. Mais c'est aussi, à mon avis, une façon de régler son compte avec le PSG et de tourner la page. Le PSG l'a maltraité de son point de vue. Parce que pour le reste, il reste quand même très courtois. Mais c'est quelqu'un qui ne dérive jamais de Donnarumma. Pas quelqu'un qui est dans l'insulte, dans l'injonction, dans l'hystérie. Mais il n'a pas supporté sa mise à l'écart, son éviction, et je pense qu'il le dit clairement. La petite phrase, elle est voulue, José? Non, mais il dit aussi que c'est honnête. Ses relations avec son entraîneur ont toujours été claires. Il n'a pas été surpris de réellement ne pas être gardé. Donc, derrière ça, il a eu... moi, je trouve qu'il fait pas un peu de grandeur. Sur la fin, il y a un petit tacle. Mais bon, son petit tacle, s'il avait regardé la saison dernière, je pense que, Man City, ça fait un moment quand même, c'est peut-être pas la meilleure équipe au monde et le plus grand club non plus. Donc, il sort du Paris Saint-Germain qui, aujourd'hui, est potentiellement le meilleur club au monde. C'est un tacle qui n'est pas appuyé et qui est un peu ridicule dans ces cas-là. Je ne sais pas si c'est... Il a glissé comme ça, c'est plus pour rendre hommage à ses nouvelles couleurs qu'autre chose, je pense. Et quand il dit « je ne sais pas si je suis déçu », vous entendez quoi? C'est une manière de dire que quelque part, il n'est pas déçu de rejoindre Manchester City et Pep Guardiola pour dire « Ok, je suis capable de tourner la page, ok, on ne m'a pas fait confiance ici à Paris, et ok, je vais passer à autre chose très vite. » On a des doutes. Christophe Lolichon, surtout l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, qui est consultant dans Jour de foot, a des doutes sur son adéquation avec le jeu de Guardiola. Le jeu au pied. On verra. Le fameux jeu au pied. On en reparlera. Pour l'instant, sa mission, c'est de qualifier l'Italie pour la Coupe du Monde, parce que l'Italie n'est pas certaine de se qualifier pour la 3e fois de suite. Oui, ce serait évidemment un désastre, un séisme. L'Italie qui a déjà 6 points de retard sur la Norvège. Tout est évidemment relatif puisque l'Italie compte 2 matchs de moins que les Norvégiens. Mais Norvège-Italie, il y a eu 3-0. Ouais. Donc déjà, il y a ce match aller qui a été perdu de manière assez cinglante. L'Italie, sur le papier, risque de finir 2e, donc barragiste. Et on rappelle que pour la Coupe du Monde 2018 et pour la Coupe du Monde 2022, l'Italie a échoué en barrage. L'Italie peut vraiment se faire sortir une 3e fois de suite? Ils peuvent, bien sûr, ils peuvent. C'est intéressant de cette comparaison avec la Norvège, qui est un outsider, mais qui a des joueurs
énorme que l'Italie n'a pas. Où est Haaland? Où est Ødegaard côté italien? Le meilleur joueur italien aujourd'hui, c'est peut-être Barella. Mais où sont les Del Piero, les Totti, les Pirlo, qui étaient encore il n'y a pas si longtemps les fers de lance de la squadra Azzurra? C'est normal, ils sont dans un creux de génération. Et j'avais regardé le match entre la Norvège et l'Italie, 3-0, c'était un score flatteur pour l'Italie qui aurait pu en prendre 6 ou 7. Mais ils sont champions d'Europe il y a 4 ans parce qu'ils ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Ensuite, ils sont champions d'Europe. Ils ne se requalifient pas. Oui, mais quand même. Il y a un vrai creux générationnel, ça c'est clair. Toutes les nations aujourd'hui européennes, on peut sortir 3-4 joueurs rapidement. Je veux dire, par rapport à l'Italie, l'avenir il est flou. Même sur le banc, il est flou. Donc, où est Lamine Yamal? Ils n'ont pas une pépite. Exactement. Parce que les meilleurs joueurs des grands clubs italiens sont quasiment tous étrangers, tout simplement. Donc, à part Barella ou quelques joueurs comme Bastoni, c'est difficile d'avoir des joueurs tout leur football dans la sélection est à remettre en question. C'est-à-dire qu'ils ne forment plus, il n'y a plus de grands attaquants, il n'y a plus de grands milieux de terrain. Ce qu'ils savaient faire, ce qui faisait la marque de fabrique italienne, mais ils sont dans un nouveau cycle, ils sont en train de se chercher surtout, j'ai envie de dire. Mais ce serait quand même fou de ne pas se qualifier l'année où il y a 148 pays en phase finale de Coupe du Monde. Le deuxième, il devrait passer. Geoffroy, allez nous expliquer à peine. 100 de trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, le mondial qui va débuter le 11 juin prochain accueillera 48 nations contre 32 auparavant. Et donc 40 matchs de plus au programme et 5 semaines de compétition au lieu de 4. Allez, je vais appuyer sur mon petit écran. Allez. Ça marchait très bien. Voilà. Il y aura 3 pays organisateurs du coup. États-Unis pour la 2e fois, le Canada pour la 1re fois, le Mexique pour la 3e fois, sur l'échelle d'un continent, un territoire 1854 fois plus étendu que le Qatar. Voyez ? Qu'est-ce qu'on aura aussi? Tiens, des records. Si Messi n'est pas blessé et si Ronaldo et le Portugal se qualifient, les deux vont disputer leur 6e phase finale de Coupe du Monde en ayant joué les 5 précédentes, ce qui serait évidemment historique. Et puis, dans la démesure, il y a quand même une place pour la France, pour un Français, Monsieur Didier Deschamps, bien Didier Deschamps, voilà. Si jamais il emmène, alors pour le coup c'est hypothétique, mais s'il emmène l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde, eh bien, il battrait le record de matchs dirigés pour un sélectionneur avec 26 et forcément 27 puisqu'il y aurait une finale. Il battrait le record de Helmut Schön, l'Allemand, qui est pour l'instant de 25. Ce serait, là encore, historique, énorme, démesuré. Ils sont dingues, ces chiffres, quand même. Ce sera mieux ou ce sera moins bien avec 48 pays? Ce sera moins bien pour moi parce que forcément, vous avez beaucoup plus de matchs moins intéressants que d'ordinaire, puisque lorsque vous avez moins de densité. Beaucoup de rencontres avec des très grosses équipes, forcément, en termes d'intensité, de rythme et même de suspense, c'est beaucoup plus intéressant que si vous avez une grosse équipe. Moins de densité, moins de qualité. On a déjà une réponse par rapport à ce que disait Koundé dernièrement, où il y a une fatigue accumulée aussi donc, au niveau des joueurs, beaucoup trop de matchs. Lucas Hernandez disait la même chose. Il disait ça va casser à un moment donné. Physiquement, mentalement, ça va casser. C'est trop. Donc je pense que oui, l'aspect il est uniquement non financier. Et sportivement, on risque d'y perdre. Il y aura 16 Européens au lieu de 13. C'est surtout les autres nations, les autres continents qui auront beaucoup plus de capacité à se montrer. Les Africains vont passer de 5 à 9, voire 10. Voyez, donc c'est vraiment une extension mondiale que voulait Infantino. Et donc ça veut dire que la France qui entame donc ses éliminatoires Coupe du Monde après-demain contre l'Ukraine en Pologne est déjà quasiment qualifiée? Oui, déjà, ce qui est bien pour l'équipe de France, c'est qu'elle va disputer un groupe de 4 équipes seulement, donc moins de matchs à disputer. Pour la première fois d'ailleurs, l'équipe de France, 6 matchs puisque 3 équipes à affronter. Pour la première fois, les Bleus vont disputer toutes ces éliminatoires en l'espace de 3 mois seulement. Donc on sera assez vite fixé. Grâce à quoi, Salim? Grâce à la Ligue des Nations. Exactement. Si la France termine en tête de ce groupe, vous le voyez, Ukraine, Islande, Azerbaïdjan, sur le papier, on se dit que les Bleus vont finir premier. Vous finissez, vous allez directement en Coupe du Monde. Premier qualifié, oui. Si vous êtes deuxième, vous avez des barrages par la suite. Et au pire, même si l'équipe de France flanche et ne termine ni première ni deuxième, elle pourra quand même disputer les barrages. Pourquoi? Parce que les Bleus ont disputé une demi-finale de Ligue des Nations récemment. C'est impossible que l'équipe de France ne soit pas première dans ce groupe avec l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Je veux bien qu'on en reparle dans 3 mois, mais c'est impossible. Bon. Normalement, non. Ukraine-France, donc après-demain avec 2 petits nouveaux, Hugo Ekitike, on en a déjà beaucoup parlé, et Marnes Akliouche, le jeune, alors milieu ou attaquant de Monaco? C'est un milieu offensif, mais qui dans la liste de Deschamps est attaquant parce que c'est un 4-2-3. C'est plus un milieu normalement de formation. On ne connaît pas vraiment son parcours, vous nous le faites découvrir rapidement? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est un très jeune joueur, crack, prospect de l'AS Monaco, qui est né en Ile-de-France, à Tremblay-sur-Seine, qui est passé par Torcy, qui arrive à l'âge de 16 ans donc à Monaco et qui entame sa 5e saison avec le club de la Principauté, sa 3e en qualité titulaire, dira-t-on.
99 matchs, donc bientôt centenaire, 12 sélections avec l'équipe de France Espoir et vice-champion olympique récemment avec Thierry Henry. Il fait beaucoup parler de lui. Les cadors européens, à commencer par le Paris Saint-Germain d'ailleurs, s'intéressent beaucoup à lui. Pour l'instant, il était pour la première fois en conférence de presse aujourd'hui à Clairefontaine avec les Bleus, honoré d'être là. Ouais, pour moi, c'est un honneur déjà d'être là, de faire ma première sélection avec l'équipe première. Et moi, d'abord, je profite de cet événement et j'essaie de prendre déjà du plaisir avec cette sélection et rendre la confiance au coach. J'ai un profil offensif. Je suis attaquant, milieu. J'essaye de créer des décalages à l'adversaire, pouvoir être décisif, que ça soit marqué ou par la passe, c'est ça mon rôle, et être capable aussi d'être présent défensivement. À Monaco, c'est vrai que je suis un petit peu mis sur le côté, mais j'ai la liberté aussi de repiquer dans l'axe. Mais après, peu importe où me mettra le sélectionneur en bleu, je donnerai le meilleur de moi-même. Il apparaît très posé, très Deschamps compatible, comme vous dites souvent. Oui, c'est quelqu'un qui semble avoir une tête bien faite, une bonne éducation, et on sait très bien que c'est un critère fondamental chez Didier Deschamps. La Coupe du Monde, on l'a dit, va être très longue. Il y aura quasiment 2 mois ensemble si les Français vont en finale. Il ne peut pas y avoir d'éléments perturbateurs. Et même si vous n'êtes pas titulaire, parce que quand vous êtes manager, vous avez, comme Deschamps, vous avez un noyau dur. On sait, il y a 10-12 joueurs qui, globalement, auront les faveurs. Akliouche va essayer de se joindre à eux, mais il faut des joueurs qui soient socialement intéressants, qui ne perturbent pas, qui mettent de l'ambiance, qui soient sympas. José connaît bien ça. Et du coup, le profil d'Akliouche, c'est intéressant. Oui, la vie de groupe, dans un premier temps, pour Didier Deschamps, sera primordial, voir comment il s'intègre. Après, il a toutes les qualités, tout est pour lui. Et ce qui est intéressant, parce que vous l'avez dit, il a été très sollicité, mais il est resté dans son club formateur. Donc, il va rester dans une année de Coupe du Monde, il va rester dans son environnement. Donc, c'est déjà une chose positive. Il va aussi évoluer sur la plus belle des scènes européennes, la Ligue des Champions. Donc, il va continuer en tous les cas donc, de progresser, parce qu'il restera encore 3 matchs à l'équipe de France pour pouvoir réellement donc, s'exprimer. Pas sûr qu'il puisse, mais s'il y a une vraie continuité donc, avec son club, je pense qu'il s'est mis beaucoup de cartes en tous les cas, donc qu'il pourra en tous les cas exposer. C'est un joueur talentueux, à lui s'exprimer sereinement maintenant. Donc il a la tête sur les épaules.